des propos contre l'équipe d'Italie, c'est une chose, mais que vous fassiez une relation avec l'équipe de France, je vois pas l'intérêt. Si, parce que quand certaines personnes se sont étonnées justement de la sous-représentation, comme je l'ai dit dans mon tweet, de joueurs blancs dans une équipe nationale française, tout le monde a trouvé ça raciste. Je ne comprends pas pourquoi, en sens inverse, ça ne choque personne. Je veux dire, les spécialistes des indignations à géométrie variable, ça commence à bien faire. En plus, on est les joueurs de l'équipe de France sont français. L'Italie, oui, d'accord, mais l'Italie est un pays européen. Je veux dire, ça me choque pas plus de voir une équipe italienne entièrement blanche comme ça me choquerait de voir une équipe sénégalaise ou une équipe ivoirienne complètement noire. Voilà, oui. C'est comme ça. Donc, je veux dire, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement, il y a des vertus à l'homogénéité nationale. Alors, je ne parle pas de l'homogénéité raciale. Vous avez beaucoup de Blancs qui ne sont pas sélectionnés dans l'équipe nationale française sans que ça ne choque personne. Pourquoi, quand c'est un Noir ou des Noirs qui ne sont pas sélectionnés, ça choque? Pourquoi ce prisme de la couleur en permanence pour comprendre les choses? Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le football qui ont écrit sur cette équipe d'Italie, puisque, en effet, Moïse Kean n'est pas sélectionné, mais ce sont des choix sportifs. Je vais juste rappeler, pour les gens qui nous regardent, que le sélectionneur italien s'appelle Roberto Mancini, que c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour le bien-être footballistique d'un joueur qui s'appelle Mario Balotelli, qu'il a pris sous son aile pendant des années. Mario Balotelli, qui est un Italien noir qui n'a plus le niveau pour être en équipe d'Italie, mais on peut évidemment pas taxer le sélectionneur italien de racisme. Non, pas une seconde. C'est difficile de travailler dans le football et d'être raciste parce que c'est un métier très multiculturel. Pour terminer mon propos, je dirais que le fait que l'équipe italienne soit entièrement blanche, ça ne choque personne. Enfin, moi, ça me choque pas. Je veux dire, c'est quand même l'équipe nationale italienne. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Alors, si on trouve que l'équipe nationale italienne, lorsqu'elle est complètement blanche, c'est du racisme, alors quoi? Alors, lorsque nous avons une équipe française, une équipe nationale française qui est aux 3/4 issue de la diversité, c'est quoi alors? C'est une invasion. Je n'emploie ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est tout. Ce qui ne passe pas dans le Val d'Oise, à Sarcelles. Donc les policiers ont désormais interdiction de faire des courses-poursuites, notamment lors des fameux rodéos sauvages, sauf cas exceptionnel de crime de sang. Ah oui, bah alors là, si vraiment il tire sur tout le monde, vous avez le droit de le pourchasser. La grogne a gagné forcément les rangs des habitants et des forces de l'ordre. Tout comprendre dans ce sujet d'Anthony Favalli. C'est incroyable. C'est une note interne de la commissaire de Sarcelles qui provoque la gronde des policiers. Lors d'un contrôle, si le conducteur du véhicule n'obtempère pas immédiatement aux injonctions visuelles et sonores, il n'y aura aucune prise en charge tolérée. Autrement dit, interdiction formelle de prendre en chasse un véhicule. Dans ces quartiers, vous avez déjà des motos qui n'ont pas de plaque minéralogique, donc déjà on ne peut pas les retrouver. Très souvent, sur ces voitures, les plaques minéralogiques aussi sont trafiquées, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est comment un flic peut arriver à penser une directive pareille. Est-ce que cette commissaire, elle est dans le pas de vague? Est-ce qu'elle est dans une forme de complaisance par rapport à la racaille chauffard, etc. Ça vient du préfet. Ou est-ce que finalement c'est la trouille par rapport aux accidents que ça peut générer et aux émeutes qu'il peut y avoir derrière? Moi, j'ai dit déjà les choses très clairement. Mais moi, je dis les choses très clairement. Si je suis ministre de l'Intérieur, je dis aux flics, mais poursuivez-les, attrapez-les. Ils se pètent la gueule, tant pis pour eux, c'est eux qui prennent le risque. Ils ont mis le doigt dans un engrenage en ne s'arrêtant pas, en mais vous pouvez aussi renverser une poussette. C'est pas grave, et je dirais... Non, c'est pas grave de renverser une poussette. Et je dirais aux flics, s'il y a des émeutes, je vous couvre, allez-y. C'est ça la République, là. Sans le bras, sans la force, la République n'est rien. Et aujourd'hui, la République manque de force, elle manque de poigne. C'est pour ça que c'est open bar à tout ce que vous voyez comme insécurité de manière complètement débridée jusqu'à la sauvagerie. Tant que la République ne montrera pas les biscottos et ne mettra pas un cran d'arrêt à un moment à ces dérives, il ne faut pas venir s'étonner ensuite de l'ensauvagement de la société et il ne faut pas s'étonner non plus de la perte d'autorité généralisée dans la société. Donc on voit qu'on sait faire l'analyse et on sait avoir le recul. Je peux vous dire que ceux qui font des rodéos à Sarcelles, ils savent qu'ils peuvent se faire lever à 6 h du matin et être lourdement sanctionnés parce que ça leur est arrivé. Voilà. Donc on n'est pas resté sans rien faire. S'ils rentrent chez eux le soir même, et là pour le
coup, c'est la réponse judiciaire, vous avez raison. Mais s'ils rentrent chez eux le soir même en bombant le torse et en disant je suis sorti, j'ai fait une bonne petite garde à vue, c'est sûr que ça va pas changer. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas le problème de la police, mais le problème de la justice. Vous avez raison. Parce que la police fait l'enquête, interpelle. Pas en même temps. Monsieur Pupponi, le problème, si vous voulez, c'est que si vous n'armez pas et moralement et je dirais matériellement et physiquement la police, vous risquez pas de faire respecter la loi. Là, je rappelle quand même que les forces de l'ordre de manière générale et la police de manière particulière, ils sont là pour faire respecter la loi au nom des citoyens. Non, donc vous ne faites pas respecter la loi en dotant les policiers de pistolets à eau, excusez-moi. Mais monsieur, si je peux me permettre, les policiers, ils ont créé cette brigade et elle est efficace. Donc, ils ont plutôt le sentiment de travailler efficacement. Il faut aussi les entendre. Il faut peut-être aller interroger cette brigade spéciale pour voir ce qu'elle en pense. Donc, il n'y a plus aucun rodéo à Sarcelles. Comment ? Il n'y a plus aucun rodéo à Sarcelles. Mais allez voir, ça a nettement baissé. Ça va nettement mieux et que des gens ont été interpellés. C'est ça qu'on a cherché comme efficacité. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le généraliser au reste de la France alors ? Faisons ça en toute la France. On arrête de courir après les délinquants, puis on attend que les caméras fassent le travail. Non, mais ça a tendance à se généraliser. Il faut quand même rappeler quelque chose de fondamental, c'est que dans n'importe quel pays du monde, si vous refusez d'obtempérer et d'obéir aux forces de l'ordre, c'est à vos risques et périls. Je veux dire, dans aucun pays au monde, si vous n'obéissez pas aux flics et vous décidez de vous engager dans une course-poursuite, eh ben c'est à vos risques et périls et ça peut aller jusqu'à la mort. Voilà, et dans tous les pays du monde, si ça arrive jusqu'à la mort parce que vous n'avez pas obéi aux flics, personne ne va s'en étonner. Donc voilà, c'est tout. En tous les cas, ce sera de votre faute à vous. Exactement. Où est passé l'État dont l'une des missions premières est de nous protéger, Jean Messia ? On ne sait pas. On ne sait pas où il est. On le cherche. Non, mais sur les histoires de bâches là, à Rennes pour cacher le trafic de drogue, je veux dire, s'agissant de... On les voit bien derrière vous, hein, ces bâches noires. S'agissant de la créativité en matière de conneries, je dirais que les Verts et les socialistes ne déçoivent jamais. En l'occurrence, là, le PS, c'est une maire PS à Rennes. Vous êtes sûr de vous ? Je voudrais vérifier quand même. Ouais, je viens, vous venez de vérifier, d'accord. Voilà, ils déçoivent jamais. Et effectivement, on a des tas d'exemples dans diverses villes. Je crois qu'elle ne voulait pas du Tour de France. Tenus par des Verts, des écologistes. Non, c'était Lyon, maire de Lyon. Si vous voulez, moi, ce qui me déjà, frappe, pardon, juste une question. Non, attends, je termine. Je suis toujours surpris de voir on va partir en pub en plus là. À quel point la lèpre de la racaillisation de notre pays atteint des territoires qui autrefois étaient tranquilles. Qui s'imaginerait qu'à Rennes, on ait un trafic de drogue à ce point intense qu'il faille le cacher parce qu'on ne peut pas le combattre. On va juste entendre une interview. C'est que si jamais vous légalisez, de toute façon, le chiffre d'affaires de la drogue va baisser, puisque si vous légalisez, forcément, ce qui est légal, il revient au prix du marché, et donc il devient moins cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, dans une économie qui tourne au ralenti, l'économie souterraine va se réorienter vers autre chose. Si ce n'est pas le trafic de cannabis, ça sera probablement le trafic d'armes, le trafic de drogue plus dur, la oui, mais en l'occurrence, ce sera peut-être pas devant une école. C'est pas le même cas de figure si l'économie tourne à 3 ou 4% que si l'économie tourne à 1%. Hein. En fait, cette bâche est tout à fait symbolique, en fait, de l'intervention de l'État par rapport à la criminalité, parce qu'en fait, il y a plein de problèmes où c'est des bâches virtuelles, c'est-à-dire on s'aveugle sur le terreau islamiste qui, en bout de chaîne, provoque le terrorisme. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années sinon mettre une bâche pour pas voir ? Voilà, donc je trouve que la symbolique de la bâche... Macron, il y a dans l'autre qui parle de sentiments, d'insécurité, l'autre parlait de climat, peut-être d'insécurité. Oui, enfin bon, ces derniers jours et ces derniers mois, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas eu droit à un sentiment d'égorgement. Il y a quand même eu des gens qui, physiquement, se sont fait égorger, se sont fait poignarder, se sont fait assassiner. Donc là, on n'est pas dans le sentiment, là, c'est la réalité. Il y va aussi de son humanité, d'être capable de les maîtriser pour une raison simple, c'est que je ne vois pas au nom de quelle espèce d'humanisme dévoyé on fait croire effectivement à des gens, on les laisse rentrer chez nous pour finalement les faire échouer dans des cloaques sordides comme celui de Calais et même d'ailleurs, quand on va à la porte de la Chapelle, c'est pareil. Alors il y a un problème spécifique à Calais pour les raisons effectivement de la traversée de la Manche pour aller en Angleterre. Enfin, ceux qui arrivent à Calais, comme disait Elisabeth Lévy, ils sont déjà rentrés ailleurs. Donc c'est pas des astronautes, ils n'arrivent pas par l'espace. Donc ça, il faut maîtriser les frontières. J'ajoute que, en fait, on ne maîtrisera pas le problème de Calais ou d'ailleurs sans maîtriser l'arrivée. C'est la chanson de Claude François. Ça s'en va
va et ça revient, on vide, et une fois qu'on a vidé, comme les flux continuent d'arriver, ça se remplit de nouveau. Voilà. Et c'est un problème qui date pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui n'a pas été résolu par les 3 derniers gouvernements. Le problème, c'est que c'est un cocktail explosif où vous avez des conflits entre les différentes ethnies des migrants. Il y a les conflits entre les Afghans et les autres. Parce qu'au sein même des camps de migrants, il y a des communautés qui vivent difficilement ensemble. Et toute cette conflictualité. Alors, en plus, on demande aussi aux gendarmes de pourchasser les migrants. Les migrants s'en prennent aux camionneurs qui se défendent. Donc, c'est une situation explosive. Il y a 2 jours, il y a eu des scènes d'une grande violence. Exactement. 7 policiers ont fait l'objet d'un transport à l'hôpital. Et tout ça, évidemment. 31 CRS ont été blessés lors d'affrontements avec des migrants qui ont tenté de pénétrer dans le port de Calais. Et tout ça pousse sur le lit d'une misère extrême de ces gens-là. Donc moi, j'attends, si vous voulez, que les franchisés en humanisme viennent nous expliquer comment, par humanisme, on accueille des gens dans ces conditions, avec un tel degré de pauvreté et de dénuement. Pour moi, c'est pas la France. Oui. Alors, je vais donner l'info aux téléspectateurs. Absolument. Solution radicale au Danemark. Le Danemark qui prévoit d'ouvrir des centres d'accueil dans des pays tiers où les demandeurs d'asile pourraient rester, même après avoir obtenu le statut de réfugié. Le but est de dissuader tout migrant de mettre les pieds dans leur pays riche nordique. Le texte prévoit que le demandeur reste dans le pays tiers, même s'il obtient in fine le statut de réfugié. Il nous reste 3 minutes 30 et vous êtes 4 sur le plateau. Jean Messia, Frédéric Durand et éventuellement Elisabeth ensuite. On peut avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Sur ce que fait le Danemark. Non, mais ce que fait le Danemark, il coule de source, si vous voulez. Alors les résultats, je termine juste sur les résultats qui sont en effet impressionnants. 761 personnes ont obtenu l'asile en 2019, 600 en 2020 contre plus de 10 000 en 2015. Le Danemark, excusez-moi, le Danemark ouvre la voie parce que qu'est-ce que nous dit le Danemark? Il dit stratégie de la dissuasion. Les Danois, c'est pas un peuple criminel. C'est un peuple qui a autant de compassion que nous vis-à-vis des malheurs du monde, des guerres civiles, des famines, etc. Mais le Danemark a décidé de dire ceux qui sont réfugiés ont des droits, mais il y a aussi les droits du peuple danois à rester ce qu'il est chez lui et en sécurité. Et je crois que la France serait bien inspirée d'appliquer la même logique. Il faut que les dirigeants français s'occupent d'abord du bien-être des Français. Ce sont les Français qui les ont élus. Ils doivent protection à la France et aux Français avant de devoir protection à la terre entière.